Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a décidé de s'éloigner des grandes villes et d'aller dans la petite ville de Kamakura. Et donc, on a pris le métro jusqu'ici, ça nous a pris une cinquantaine de minutes. Et la première constatation qu'on peut faire, c'est que c'est ultra touristique. On s'est fait spotted par des Français, et t'as vu, on est des experts de la guidance. D'ailleurs, on vient de faire une sponsor déguisée. On a recommandé Ubidi à des gens qui n'avaient pas de connexion à internet. Nous, en tout cas, ça nous sauve la vie. Pourquoi on est venu dans cette petite ville de Kamakura? Parce qu'il y a énormément de points d'intérêt. Donc d'abord autour de la ville de Kamakura et un petit peu plus loin sur la toute petite île d'Enoshima. Oh, comment tu spoil? La première étape pour nous à Kamakura sera le Gotoku Inn. Je dis pas ce que c'est du coup. Donc comme on le disait, il y a plusieurs points d'intérêt ici dans la ville de Kamakura et principalement des temples et des sanctuaires. Donc si vous voulez prendre votre dose de spiritualité, je pense que c'est un bon endroit à visiter. Fondée comme centre politique du Japon à la fin du XIIe siècle, Kamakura fut le siège du premier shogunat du pays, dirigé par Minamoto no Yoritomo. Sous son règne, la ville devint un carrefour stratégique et culturel où s'épanouirent l'architecture bouddhiste et les arts martiaux. Entourée de collines et ouverte sur la mer, Kamakura était protégée naturellement, ce qui en fit une forteresse idéale pour le pouvoir militaire de l'époque. Ses nombreux temples et sanctuaires sont les témoins de cette période florissante, chacun portant les traces des influences zen et shinto qui marquèrent profondément la ville. Aujourd'hui, en parcourant ses rues pavées et ses sentiers boisés, on marche sur les traces d'un Japon médiéval qui a façonné l'histoire du pays. Bon, je pense qu'on n'a pas pris le trajet traditionnel pour arriver jusqu'au Grand Bouddha, mais par contre, c'est assez sympa puisqu'on se balade dans les petites ruelles et on voit un petit peu les zones résidentielles. Et c'est assez marrant parce qu'au niveau de l'architecture, on a des maisons de tout style. Et je crois qu'il n'y a pas de réglementation au Japon, on peut faire vraiment ce qu'on veut sur sa maison, on peut la mettre de la couleur que l'on veut. Et encore une fois, on dira que c'est moi qui gérais le GPS. Pourquoi on dirait ça? Parce que moi, je calcule toujours le temps de perte dans mes itinéraires. Ouais. C'est surtout qu'on vient d'arriver à l'arrière du Bouddha. Il est un peu plus majestueux pour découvrir l'endroit. Au cœur de la ville côtière, le Gotoku Inn abrite l'une des statues les plus emblématiques du Japon, le Grand Bouddha ou Daibutsu. Haut de 13,35 m et pesant près de 121 tonnes, ce chef-d'œuvre en bronze fut érigé vers 1252 à l'époque de Kamakura, période durant laquelle la ville était la capitale politique du pays. Donc si vous venez ici voir le Grand Bouddha, il faudra quand même penser à avoir du cash, puisque c'est payant et c'est 300 yens par personne. Bien évidemment, à côté du Grand Bouddha, vous avez de quoi acheter des mini-statuettes de Bouddha, des éléments de prière et aussi des bâtons d'encens qui sont à 100 yens. En complément des achats classiques du temple et des sanctuaires, vous retrouvez également à l'intérieur une boutique de souvenirs. À l'origine, le Bouddha trônait à l'intérieur d'un vaste pavillon en bois, mais au fil des siècles, des typhons et un tsunami au XVe siècle détruisirent le bâtiment, laissant la statue à ciel ouvert. Depuis, elle se dresse ainsi exposée au vent marin et aux saisons, ce qui ne fait que renforcer son aura et son caractère intemporel. L'expression douce et apaisée du Bouddha, le regard baissé et les mains en mudra de méditation, reflètent l'idéal bouddhiste de paix intérieure et de compassion universelle. En s'approchant, on peut admirer les détails subtils de la robe et les fines ondulations du métal, patinées par plus de 750 ans d'histoire. Aujourd'hui encore, le Grand Bouddha de Kamakura attire des millions de voyageurs chaque année. Plus qu'un monument, il est un symbole de résilience, de spiritualité et de la capacité du Japon à préserver son héritage tout en le laissant dialoguer avec le présent. À une petite dizaine de minutes de marche du Grand Bouddha, vous pouvez retrouver un temple bouddhiste qui s'appelle Hasedera. Même ici, à Kamakura, sur le chemin du temple bouddhiste Hasedera que l'on va visiter tout à l'heure, on trouve une petite boutique de rétro gaming avec un patron charmant qui a une petite machine pour traduire directement, pour communiquer avec vous. La boutique est très bien tenue et on trouve des jeux dans des états exceptionnels qui ont parfois plus de 30 ans. À quelques pas du littoral de Kamakura, adossé à une colline boisée, le temple Hasedera s'élève comme un havre de paix. Fondé au 8e siècle, il est l'un des plus anciens et des plus célèbres temples bouddhistes de la région. Ici, on vénère Kannon, la déesse de la compassion, et pas n'importe quelle représentation. Une statue monumentale de bois doré, haute de plus de 9 mètres, l'une des plus grandes du Japon. La légende raconte que cette statue fut sculptée dans le même tronc d'arbre que celle du Hasedera de Nara. Deux statues jumelles séparées par le destin, l'une installée dans l'ancienne capitale impériale, l'autre confiée au flot avant d'être retrouvée sur les rives de Kamakura et installée ici. En montant les escaliers qui serpentent sur la colline, on traverse des jardins impeccablement entretenus, parsemés de fleurs qui changent au fil des saisons. Au printemps, les cerisiers peignent le ciel de rose, en été, les hortensias tapissent le sentier de bleu et de violet. Hasedera est aussi connu pour ses centaines de petites statues de Jizo, protecteur des enfants et des voyageurs. Alignées en silence, elles créent une atmosphère à la fois apaisante et poignante. Depuis la terrasse du temple, la vue s'ouvre sur toute la baie de Sagami. Plus bas, une grotte dédiée à Benzaiten, déesse de la musique et des arts, s'enfonce dans la roche, ajoutant une dimension mystique à la visite.
Entre spiritualité, beauté naturelle et panorama à couper le souffle, Asedera incarne parfaitement l'âme de Kamakura. Un équilibre subtil entre histoire millénaire et nature vivante. Pour continuer la visite des environs de Kamakura, on va prendre un petit train qui va nous emmener jusqu'à une station de métro qui nous permettra d'aller sur l'île d'Enoshima. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'on s'est enfilé un petit onigiri avant d'aller à Enoshima. Normalement, depuis l'île d'Enoshima, il est possible d'admirer le coucher de soleil sur le mont Fuji. À quelques dizaines de minutes seulement de Kamakura, reliée au continent par un pont de 600 mètres, l'île d'Enoshima apparaît comme un petit monde à part. Dès qu'on pose le pied sur la chaussée qui y mène, on sent déjà l'odeur iodée de l'océan et le vent salé qui porte les cris des mouettes. Enoshima n'est pas grande. On peut en faire le tour à pied en une journée, mais elle concentre une richesse incroyable d'histoire, de paysages et de traditions. L'histoire de l'île est indissociable de sa légende fondatrice. Selon les récits anciens, il y a plus de 1500 ans, un terrible dragon à 5 têtes terrorisait la région. Il semait la désolation sur les côtes, dévorait le bétail et exigeait des sacrifices humains. Les habitants vivaient dans la peur permanente. C'est alors qu'un jour, la déesse Benzaiten, divinité de la musique, des arts et de la prospérité, descendit du ciel. Elle fit surgir Enoshima des flots, émergeant des eaux comme une île sacrée pour y établir sa demeure. Face à sa beauté et sa force divine, le dragon, jusqu'alors destructeur, tomba amoureux. Mais Benzaiten refusa ses avances, le jugeant indigne tant qu'il continuerait à nuire aux hommes. Touché par ces paroles, le dragon renonça à sa violence et se consacra à protéger la région. On raconte même qu'il se laissa mourir sur une colline voisine qui prit alors la forme de son corps endormi. Aujourd'hui encore, Benzaiten est vénéré sur l'île. Les visiteurs affluent pour voir le sanctuaire Enoshima Jinja dédié à la déesse où l'on prie pour la réussite, la beauté et la bonne fortune. Les 3 bâtiments qui composent le sanctuaire sont reliés par un chemin qui serpente à travers la végétation et offre parfois des ouvertures spectaculaires sur l'océan et par temps clair sur le mont Fuji. Tu les as comptés les marches? Ouais, il y en avait 1527. La rue principale, juste après le pont, regorge de boutiques et des shops où l'on vend du shirasu, des petits poissons blancs. En montant plus haut, on découvre les jardins Samuel Cocking créés par un marchand britannique au 19e siècle et la tour Sea Candle qui offre une vue panoramique époustouflante sur la baie de Sagami. À l'extrémité sud de l'île, les grottes Iwaya invitent à plonger encore plus profondément dans les mythes. Creusées par la mer, elles auraient servi de repère au fameux dragon avant sa rencontre avec Benzaiten. Aujourd'hui, elle abrite statues et lanternes et le bruit des vagues qui résonnent à l'intérieur renforce l'atmosphère mystique du lieu. Mais Enoshima a aussi une énergie très contemporaine. Ses plages attirent les surfeurs, ses sentiers les randonneurs et au coucher du soleil, l'île se pare de lumière douce, donnant presque l'impression que Benzaiten veille toujours sur son sanctuaire. Bien sûr qu'on va descendre tout ça jusqu'à la ville. Et en marchant, si vous... et en costume. Voilà, on vient de finir le tour de l'île d'Enoshima. En tout cas, j'espère que cette vidéo à Kamakura et sur les légendes de cette petite île sur laquelle on vient de se balader vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao.